bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h. Voici les titres, les principaux de ce journal. Coup de force en République centrafricaine. On se trouve désormais le président déchu François Bozizé. Des sources l'annoncent au Cameroun. Nous pourrions avoir davantage de précisions au cours de ce journal. La déchéance du président centrafricain, c'est le dossier et le débat de ce journal. Édition au cours de laquelle nous revenons sur le différend qui oppose aux distributeurs des journaux Messa Presse et les diffuseurs. Une situation qui a conduit à la fermeture des kiosques sur l'ensemble du territoire national ce lundi. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Une fois de plus, madame, monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur le 20h. François Bozizé paye-t-il aujourd'hui le prix du non-respect des récents accords de Libreville? Le président déchu est en fuite depuis le coup de force des rebelles de la coalition. C'est les cas qui se sont emparés du palais présidentiel pour la rébellion. La ruse de Bozizé après les récents accords de paix a été déterminante dans la prise des armes. La situation reste instable en République centrafricaine. On parle de pillage, d'anarchie dans les rues de Bangui. Les rebelles de la coalition Séléka se sont rendus maîtres de la capitale. Ils ont investi le palais présidentiel. Les détails avec nos confrères de TV5 Monde. Les rebelles du Séléka entrent dans le palais présidentiel. Premières images de Bangui depuis le coup d'État de dimanche. Alors qu'au loin, les bruits de tir résonnent encore. Difficile de dire où en est aujourd'hui la Centrafrique, même si l'on sait désormais où a fui son président déchu. François Bozizé a trouvé refuge au Cameroun et selon le communiqué de la présidence camerounaise, serait dans l'attente d'un départ vers un autre pays d'accueil. Les Centrafricains attendent désormais une déclaration officielle du chef des rebelles de la Séléka et autoproclamé président Michel Djotodia. Ce dernier dit vouloir respecter les accords de paix signés en janvier à Libreville et conserver une partie de l'équipe au pouvoir. Nous resterons toujours dans l'esprit de Libreville. Avec Nicolas Tchangay comme Premier ministre? Tout à fait. Et je n'ai pas dit que dans 3 ans, je remettrai le pouvoir. J'ai dit que d'ici 3 ans, nous allons organiser des élections libres et transparentes, avec le concours de tout le monde. En attendant, la priorité sera de rétablir l'ordre dans le pays et dans la capitale, qui serait toujours en proie au pillage. Et où se trouve François Bozizé, le président déchu? Des sources l'annoncent au Cameroun. En attendant davantage de précisions, notons que l'ambassadeur centrafricain au Cameroun a quitté sa résidence pour un hôtel à Yaoundé. C'est la conséquence de la chute du régime de Bangui qui a contraint le président François Bozizé à se réfugier au Cameroun. Des détails avec Marcelin Gangsop. C'est à 13h que le secrétaire général de la présidence de la République a confirmé l'information qui circulait depuis le week-end. Comme son prédécesseur, il y a quelques années, François Bozizé a trouvé refuge au Cameroun après la chute de Bangui samedi. Aucune précision n'est donnée par Ferdinand Gongo sur le lieu exact où se trouve l'ancien homme fort de la République centrafricaine. Il a juste indiqué qu'il est à la recherche d'un autre pays. Mais des sources concordantes le disent à Berthois, en attendant qu'il rejoigne certainement la capitale politique, où il pourra bénéficier d'un meilleur abri. Pendant ce temps, l'ambassade centrafricaine affiche un portrait géant de François Bozizé. Impossible pour le reporter de rencontrer le maître des lieux. Il n'est pas en place, nous dit un de ses conseillers, avant de nous inviter à revenir plus tard, sous le regard vigilant de 2 policiers, certainement affectés sur les lieux après le coup d'État de samedi. En fait, l'ambassadeur ne viendra pas au bureau. Après la chute de Bozizé, il a quitté la résidence située à Bastos pour s'offrir un appartement dans un hôtel situé dans le même quartier résidentiel. Notre arrivée sur les lieux coïncide avec le retour de son chauffeur qui est allé faire quelques emplettes. L'ambassadeur, nous dit une hôtesse sous anonymat, s'est installé à l'hôtel depuis que le pouvoir a changé de main à Bangui. Quelques parapheurs sont acheminés sur place, certainement pour permettre à l'ambassadeur de liquider quelques affaires courantes. Comme le personnel en service à l'ambassade, les Centrafricains rencontrés à Yaoundé ont opté pour le silence au sujet de ce qui se passe dans leur pays en ce moment. Mais en les regardant de près, on peut lire quelques signes d'anxiété.
À la suite de cette défection, les rebelles de la coalition Séléka ont sauté sur Kenzo. Kenzo, c'est une localité située à l'est du Cameroun où des troubles ont été enregistrés. Nous avons en ligne dans ce journal Aimé Beleko, le maire de Kenzo. Il revient sur ce qui s'est passé dans cette partie du territoire camerounais. Bon, il s'est trouvé que certains éléments de la coalition rebelle Séléka ont été interpellés par les forces camerounaises. Le Séléka n'a pas jugé ça normal et ils n'ont pas voulu laisser les éléments aux mains de l'armée camerounaise au moment où ils étaient en train de traverser pour entrer dans le territoire centrafricain. Ils ont donc mené une opération militaire clandestine pour récupérer les leurs, ce qu'ils ont fait, mais avec beaucoup de brutalité. Et ça a laissé tout le monde dans la stupeur du moment où les populations de Kenzo ne sont pas habituées à ce genre de vie. Et ça a causé beaucoup d'amertume au sein de la population. Et l'armée camerounaise a riposté, du moins les éléments stationnaires à Kenzo ont riposté. Et les éléments de Séléka sont partis très tôt petit matin, laissant derrière beaucoup de dégâts dans le commissariat de police de Kenzo et à la brigade des gendarmeries. Et le président centrafricain déchu François Bozizé est annoncé au Cameroun au moment où le président Biya, le président du Cameroun, s'est envolé ce lundi pour Ankara. La visite du chef d'État camerounais en Turquie marque la poursuite de la politique d'ouverture du Cameroun vers les nouveaux partenaires, notamment les économies émergentes. Paul Biya va passer 4 jours dans ce pays à cheval entre l'Asie et l'Europe sur invitation de son homologue turc Abdullah Gül. 2 temps forts gouvernent cette visite. D'abord, la signature d'une dizaine d'accords de coopération après un tête-à-tête demain entre les 2 chefs d'État et ensuite la clôture du forum économique Cameroun-Turquie mercredi prochain. Nous y reviendrons. Opération kiosque mort, vous l'avez certainement remarqué depuis ce matin, les consommateurs de la presse se sont sevrés des journaux. Les points de vente des quotidiens et autres périodiques sont restés fermés, notamment dans la ville de Douala. C'est la conséquence d'un bras de fer qui oppose le distributeur des journaux Messa Presse et les marchands et autres dépositaires. Des détails dans ce reportage signé Dani Warren Zede et Serge Alain Otto. Décor et ambiance inhabituelle en parcourant quelques coins chauds de la ville de Douala, lieu où la titraille est souvent source de discussions interminables. Les kiosques à journaux sont donc restés fermés ce lundi, conséquence de l'échec des négociations entre Messa Presse et quelques diffuseurs de journaux. Au centre des préoccupations, l'augmentation du taux de commission. Nous avons posé des revendications claires et précises portant sur des thèmes bien précis, à savoir l'augmentation de la remise, la restitution du précompte sur achat qui a été reversé aux impôts et donc nous demandons la mise à disposition des documents pour aller réclamer cet argent, la réforme du système de facturation et tout le reste. Donc nous pensons que la seule chose qui peut mettre un terme au mot d'ordre de grève, c'est que des discussions franches et précises soient menées sur ces thématiques-là. Chez le distributeur agréé des journaux, l'on s'est dit prêt à faire des concessions en fonction des efforts consentis par les diffuseurs, à savoir ouvrir tôt et fermer tard les kiosques, les entretenir et surtout le paiement à temps des factures. Il y a un problème qui est caché dans cette histoire, c'est que nous voudrions aussi, nous, la direction générale de Messa Presse voudrait que tous ceux des clients qui doivent de l'argent depuis 2007 puissent nous payer, c'est-à-dire ceux qui ont vendu et qui ont des factures presse non payées jusqu'à ce jour, qu'ils puissent les payer vraiment avant aussi toute chose. Parce que nous avons plus de 360 millions entre les mains des vendeurs de journaux à ce jour. Malgré le mot d'ordre de grève, nous réussissons quand même à dénicher un kiosque qui fait étalage de quelques titres. Cette journée déclarée kiosque mort par les diffuseurs de journaux a joué un sale tour aux lecteurs des titres. Juste que je suis déçu. Je suis déçu de ne pas trouver les journaux, que je ne parcours pas souvent, mais la plupart du temps, c'est les titres qui m'intéressent. Oui, les titres à sensation, vous comprenez. Les négociations entamées la semaine dernière entre les 2 parties se poursuivent pour une véritable sortie de crise.
Et il faut mettre fin au monopole de Messapresse. Ce cri a été entendu ce jour alors que des diffuseurs ont décidé de mettre en exécution leur mot d'ordre de grève en cette journée. Certains promoteurs d'organes de presse regrettent le lynchage financier que leur impose Messapresse. Ils dénoncent le fait que 40% soient retenus sur chaque exemplaire vendu et surtout, ils dénoncent l'opacité qui entoure les ventes. Pour ces promoteurs d'organes de presse, il est temps de mettre sur pied une entreprise de distribution de presse concurrente. Ils regrettent tout aussi que les diffuseurs de journaux n'aient pas été conviés aux derniers états généraux de la communication tenus à Yaoundé au Cameroun. Les promoteurs de journaux souhaitent une solidarité agissante vis-à-vis des marchands de journaux. Écoutons à ce propos Michel Michaud-Moussala, qui est un promoteur de presse. Michel Michaud-Moussala, il est le directeur de publication du journal Aurore Plus. Il s'est exprimé au micro d'Equinox Télévision. Tout est en bracadabra à Messapresse. Ils sont juges et partis. C'est eux qui distribuent. C'est eux qui vous disent ce que vous avez vendu. Vous n'avez pas la possibilité de voir. Et ils font une facturation complètement sorti de l'orthodoxie de la comptabilité. Cela veut dire à Messapresse, on vous donne des journaux tout en sachant que ces journaux ont plus d'un mois sortis du marché français. On vient vous les donner, on vous les facture en amont, vous deviez les payer. Ces gens ont agonisé la presse depuis. Ils ont 38%. Qu'ils aient vendu vos journaux, même s'ils ont vendu 5 éditions, on vous frappe 40%. Pour d'autres même 42%. Je connais des confrères qui ont tenté de se distribuer en utilisant les supports de Messapresse. Et je vous le dis, Messapresse a donné un mot d'ordre en disant que leur structure ne devait pas accueillir des journaux, je connais le Messager, le Popoli, et bien d'autres journaux qui ont tenté de se distribuer parce que la méthode de la comptabilité de Messapresse n'est qu'une véritable extorsion des fonds aux éditeurs de journaux. Et pour être complet dans cette information, notons que le mot d'ordre de grève vient d'être levé à la suite de la concertation tenue ce jour entre Messapresse et les diffuseurs de journaux. Des sources font état de ce que les deux parties se sont donné 2 mois pour mettre sur pied une tripartite qui verra entrer en scène les éditeurs de journaux cette fois-ci. Affaire Charles Métouk, la cause qui passait ce jour au tribunal de première instance de Limbé, nous sommes dans la région du Sud-Ouest, a une fois de plus été renvoyé au 1er avril prochain. La demande de récusation du juge d'instance formulée par les avocats de l'ancien directeur général de la Sonara n'a pas encore été solutionnée par la Cour d'appel du Sud-Ouest compétente en la matière. L'audition des témoins de l'accusation reste donc gelée en attendant la décision du juge d'appel. Charles Métouk est en détention préventive à la prison centrale de Béa depuis plusieurs semaines. L'ancien directeur général de la Société nationale de raffinage a accusé entre autres d'être entré par effraction dans son bureau au lendemain de son remplacement à la tête de la société de raffinage. On lui reproche également d'avoir retenu sans droit les clés et le badge de l'entreprise. Des accusations qui, pour beaucoup d'observateurs, sont dans le registre d'une cabale contre l'ancien directeur général de la Sonara, contre qui le contrôle supérieur de l'État a prononcé des déchéances après l'avoir reconnu redevable de près de 27 milliards de francs CFA vis-à-vis de la Sonara. Affaire à suivre. Assainissement des mœurs publiques, les huissiers de justice s'engagent dans ce combat. Ils l'ont exprimé au cours de leur assemblée générale tenue au début du week-end dernier à Yaoundé. Des détails dans ce reportage de Yannick Mbazwa. Public, une expression déjà vulgaire dans l'administration camerounaise. Tout ce qui est dépravation, corruption, détournement des deniers publics, notamment. Des fléaux auxquels l'huissier de justice devra apporter à son niveau une thérapie possible. D'où le thème de cette Assemblée générale ordinaire, à savoir assainissement des mœurs publiques, place et rôle de l'huissier de justice. Nous voulons apporter de l'emphase pour pouvoir faire comprendre aux autres que nous, acteurs de la chaîne judiciaire, nous impliquons davantage pour que, au sein de la corporation et même à l'extérieur de la corporation, ces phénomènes puissent disparaître. Les huissiers de justice ont également, au cours de ces assises, signé une convention de jumelage entre les chambres nationales de France et du Cameroun et procédé
au lancement officiel du cycle de formation continue organisé par le programme d'appui au secteur de la justice de l'Union européenne. C'est la formation, c'est l'engagement à mettre sur pied des structures qui permettraient d'assurer aux huissiers de justice une couverture pendant la retraite. C'est également et surtout la gestion des cabinets à travers des programmes informatiques et logiciels qui vont être mis à la disposition pour la gestion des cabinets. Et enfin, l'exploration du domaine des nouvelles technologies de l'information dans la profession. Était aussi sur la table de discussion le problème des huissiers en attente de charge. À ce niveau, le dossier est en bonne voie et trouvera une issue favorable dans les prochains jours. Une commission a été mise sur pied le 21 février l'année dernière et cette commission a fini son travail et a terminé. Donc nous espérons que le ministre va faire procéder cette année aux nominations des huissiers en attente de charge. Mais un appel a été lancé à l'endroit de ces huissiers en attente de charge de regagner les cabinets d'études afin de se réapproprier les canons de la profession. Et la lutte contre le braconnage dans la sous-région, les ministres de la CEAC en charge des forêts viennent de se réunir à Yaoundé au Cameroun. L'objectif est de mettre en œuvre un plan d'urgence pour la lutte anti-braconnage. Des détails une fois encore, c'est avec Yannick Mbazoa. Il y a presque un an, ces images d'éléphants abattus dans la réserve de Boubandjida faisaient le tour du monde. Il y a quelques mois, on faisait état de près de 30 éléphants abattus dans la région de l'Est. Un phénomène qui s'étend dans toute la sous-région Afrique centrale. La vente des ivoires étant la principale cause de ce braconnage excessif. Aujourd'hui, la situation est plus qu'alarmante. Surtout que les braconniers disposent d'un arsenal militaire haut de gamme et bénéficient du soutien de plusieurs personnalités tapis dans l'ombre. Et pourtant, l'abattage des éléphants est non seulement un obstacle à l'émergence de l'économie d'un pays, mais aussi de la flore. Bon, vous savez que l'éléphant joue un rôle important dans la régénération des forêts, notamment en ce qui concerne la distribution de certaines espèces végétales, y compris même les essences de valeur qui sont exploitées actuellement. Lors de cette réunion d'urgence, des ministres de la CEAC en charge des questions liées de défense et de sécurité, des relations extérieures, de l'intégration régionale, de la protection de la faune et de la flore, un plan d'extrême urgence sur la lutte anti-braconnage a été mis sur pied. Il faut mettre en place une stratégie de renseignement, développer également la communication entre les États et les unités qui sont sur le terrain, et renforcer la capacité opérationnelle, n'est-ce pas, des équipes qui vont être envoyées sur le terrain. Le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad sont ainsi plus que déterminés à mettre un terme au braconnage. Et nous parlons à présent du café pour annoncer ces récompenses décernées aux meilleurs acteurs de la filière café au Cameroun. C'était au cours de la clôture du Festi Coffee 2013, le tout premier festival grand public du café en Afrique. Marcelin Gangsop. C'était annoncé comme la cerise sur le fameux gâteau que constituait cette première édition de Festi Coffee, la grande fête du café made in Cameroun. Cette soirée de gala a effectivement tenu toutes les promesses. Vecteur de rassemblement de l'ensemble des opérateurs de la filière. Elle a surtout été marquée par la reconnaissance des efforts fournis par les uns et les autres pour relever la production caféière nationale. Ainsi, une trentaine de prix ont été décernés. Les lauréats se sont distingués dans le développement de la torréfaction, les bonnes pratiques de commercialisation, la promotion du café lavé et puis l'innovation technologique. Je crois qu'en matière de torréfacteur, l'UCAO a fait ses preuves. Le café UCAO a une réputation connue de tous qui va au-delà du Cameroun. Et je crois que le reconnaître au cours d'une cérémonie comme celle-ci, c'est une très bonne chose. Ceux des acteurs qui ont fait de la qualité leur souci majeur, mais aussi les femmes
qui tire la filière vers le haut, ainsi que le plus beau stand de la foire exposition de Yaoundé ont également été primés. Mention spéciale au Gabon, dont la participation a été plus que rayonnante. Tout cela a reconnu le ministre du Commerce, participe à la promotion du label Cameroun. Bravo à l'ensemble des opérateurs de la filière, toutes familles professionnelles confondues. Vous nous avez édifié pendant ces 3 jours sur les potentialités de la filière caféière nationale. Et vous méritez nos félicitations. Et à l'heure du bilan de cette première édition, les comptes sont plutôt bons. 11 villes au Cameroun ont pris part à Festi Coffee 2013. Il a été servi plus de 165 000 tasses de café. Le Cameroun n'a jamais bu autant de café en une journée. Le bilan est positif parce que l'exposition de 3 jours a drainé au boulevard du 20 mai beaucoup de personnes, beaucoup de curieux, beaucoup de personnes qui ont découvert le café, qui ont dégusté le café. Les opérateurs, les professionnels se sont retrouvés, ils ont échangé et c'est l'un des objectifs de Festi Coffee. Le bilan est positif parce que nous avons vu beaucoup de femmes s'engager dans le café et beaucoup de femmes visiteuses ont vu les femmes qui sont dans le café, se sont dit mais je vais m'y engager parce que en fait le café nourrit son homme. Festi Coffee 2013 se voulait le tout premier festival grand public de café en Afrique. Ce galop d'essai s'est transformé en un véritable coup de maître. Et c'est avec enthousiasme que rendez-vous a été pris pour la 2e édition en 2014. Et de l'information publicitaire pour refermer la première partie de ce journal, cette autre cérémonie de remise de l'eau gagnant de la campagne Bouchon gagnant à la direction de sources du pays à Bonabéry, c'est dans l'arrondissement de Douala 4e. Retour sur cet événement qui s'est déroulé samedi 16 mars de cette année. Remise de l'eau campagne Bouchon gagnant à source du pays SA, société responsable et citoyenne qui révolutionne l'industrie des boissons non alcoolisées au Cameroun depuis 1 an et demi, récompense les heureux gagnants de sa campagne Bouchon gagnant le samedi 16 mars 2013. Nous souhaitons par ce biais encourager les participants à ce concours et futurs prospects à toujours consommer nos produits, à savoir notre eau minérale Supermont et nos boissons gazeuses, American Cola, Planète, Bubble Up et Reactor. Notre mission depuis notre création est d'offrir au public camerounais des produits de qualité à des prix moindres et nous sommes honorés de savoir que cette politique a révolutionné l'industrie dans laquelle nous opérons et poussé d'autres opérateurs économiques à reconcevoir leurs offres et les prix de leurs produits. Du 15 décembre 2012 au 31 janvier 2013, puis prolongé le 28 février 2013, la dite campagne permet aux fidèles consommateurs de bénéficier des centaines de lots dans une ambiance festive. Voilà qui meuble l'après-midi ensoleillé des heureux gagnants de la campagne Bouchon gagnant de sources du pays. Voilà accompagné des journalistes ici, de la directrice marketing adjointe de la société source du pays. Le gros lot parmi ces centaines de lots est une voiture de luxe, une Great Wall, conduite par son unique gagnant. Et monsieur m'a fait des clés d'éclat. La plupart de nos produits ont été très bien accueillis par le public camerounais, donc nous en sommes très reconnaissants. Mais c'est surtout aussi parce que nous avons essayé de nous différencier par la qualité de nos produits et les formats que nous offrons, mais aussi par le prix. Donc essayer d'offrir des produits de très bonne qualité à moindre prix, c'est cela notre objectif, notre mission depuis le début. Et je pense que les Camerounais avaient besoin de cela. Bon à savoir, les produits sources du pays que sont le minéral naturel Supermont, American Cola, Planète, Bubble Up et le Reactor sont aujourd'hui bien intégrés aux 4 pôles du Cameroun et en zone CEMAC. Comme produits de haute qualité, nos produits sont conformes à l'ANOR, donc la norme camerounaise ici. Ils sont testés par le centre Pasteur chaque mois et par un centre laboratoire en Italie. Et bien sûr, tout ça, ça peut être fait si on n'avait pas l'amour du peuple camerounais qui nous a aidés et qui nous a supportés dès le début.
Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à nous retrouver dans la seconde manche consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Retour sur la crise en Centrafrique, comme annoncé à l'entame de ce journal, et pour en parler des acteurs sur le plateau de ce journal, nous avons le docteur Joël Raphaël Wansi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes universitaire, vous êtes juriste, vous êtes analyste des questions nationales et au-delà des frontières. Merci d'avoir accepté ce plateau également. Lui, Noé Bengan, vous êtes journaliste, vous faites valoir votre plume au quotidien actuel. Merci d'avoir accepté ce plateau. Dans tous les cas, on remarque que l'information s'est davantage précisée depuis ce matin. François Bozizé a pris la fuite après le coup de force perpétré par les rebelles de la coalition. C'est les cas qui se sont emparés du pouvoir à Bangui. Michel Djotodia, le chef de cette coalition, s'est autoproclamé président de la République centrafricaine. Tout à fait. Et pour la petite histoire, il faut rendre compte que c'est un coup d'État, et comme tout coup d'État, le chef d'État qui, disons-le, à la vie sauve, doit d'abord chercher à se mettre à l'abri dans un endroit, dans un lieu qui lui semble plus approprié. Et ça a été le cas pour Sénabré, pour Patasser, son prédécesseur, et pour lui-même. Donc, en réalité... On annonce François Bozizé au Cameroun. Voilà, tout à fait. Les sources indiquent qu'il serait soit à Yaoundé ou à Douala. Voilà, oui, pour le moment, comme ça a été le cas pour Patasser que pour Sénabré, on réserve souvent la primaire de l'information au chef de l'État. Si on se réfère à ce qui s'est fait dans le passé, mais bon, pour nous les journalistes, on va courir derrière l'information. Docteur Joël Raphaël Wansi, comment est-ce que vous appréciez ce coup de force? Est-ce qu'il était prévisible? On ne peut pas apprécier un coup de force. Un coup de force est un acte manifestement illégal. Et l'illégalité ne peut pas être un fondement de la gestion du pouvoir. Coup d'État prévisible, maintenant, il faut arriver sur les faits. Je ne peux pas parler de coup d'État prévisible parce qu'un État est fait pour être. C'est pourquoi on dit l'État. L'État veut dire que l'existence des institutions. Dire qu'il était prévisible, on pourrait le penser parce qu'il y avait des forces en présence. Et Centrafrique constitue a une tradition de coup d'État, a une tradition de changements brutaux de pouvoir. Ce qui peut nous dire que, ce qui nous laisse entendre que c'est prévisible. On ne peut plus parler de prévision, on ne peut plus parler de prévisibilité, on peut plus parler de coutume, de régularité dans les questions de coup d'État. Alors, Martin Ziguele, qui est l'ancien Premier ministre centrafricain, a dit sur les antennes d'une télévision étrangère que c'était la seule issue. Dire que c'est la seule issue, ce sont des positions politiques, ce ne sont pas des positions juridiques. Ce genre de positions sont des positions de ceux qui, eux aussi, pourraient constituer une force, c'est-à-dire qu'ils peuvent, eux aussi, participer à un coup d'État. Dire que c'est nécessaire, moi je me dis qu'il fallait s'en référer à ce que le droit international avait prévu dans les accords de Libreville. Et ces accords n'ont pas été appliqués pour certaines raisons que sans doute vous allez évoquer ici, mais dire cela est totalement inopportun. Dans tous les cas, c'est un coup de force qui est condamné par l'Union africaine. Est-ce que vous avez le sentiment que la sous-région a péché dans le cas d'espèce? Oui, tout à fait. Et là, je ne partage pas tout à fait le point de vue du docteur. Non, c'était prévisible. Et je dirais même, parce que lui, il est juriste, il reste, il est établi, clairement établi, que lorsqu'on parle des accords de Libreville, on n'a jamais voulu désarmer les rebelles. Comment les gens qui sont détenteurs des armes depuis des mois, je dirais même des années, on voudrait les faire asseoir autour d'une table? On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc la communauté internationale est complice de ce qui se passe en ce moment en RCA. Complice en ce sens que, justement que... Est-ce que c'est la communauté internationale qui devrait venir faire appliquer les accords de paix de Libreville? Tout à fait. Il a parlé du droit. Lorsque M. Bozizé accède au pouvoir, l'une des choses... Les premières choses qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas voulu former une armée centrafricaine digne de ce nom. Il a été
aidés par l'armée tchadienne et l'armée sud-africaine. Et même récemment, si on se limite à la crise, on a dit qu'on forme une force armée, je dirais, sous-régionale qui tiendrait les rênes d'un pays. On parle bien d'un pays, d'un État. Et à quoi sert une armée de coalition à ce moment-là, de coalition des États à ce moment? Donc vous avez le sentiment que cette coalition a lâché enfin François Bozizé? Je vais dire que la solution était politique. La communauté internationale n'a pas voulu régler un problème politique en proposant des solutions politiques. Docteur Joël Raphaël Wansi. Je crois que la République centrafricaine a toujours été l'objet de grands enjeux parce que, vu sa position géostratégique, si nous revenons dans l'histoire, la première fois, M. Bozizé a été accompagné au pouvoir à Bangui, et cette fois-ci, il y a eu une inaction de la part de la France, ce qui pose encore des problèmes de relations franco. Parce que le contexte n'est pas le même, les contextes ont changé. Les contextes ont changé parce que les enjeux financiers et les enjeux politiques aussi ont changé. Si la France n'est pas intervenue à Centrafrique, c'est tout simplement parce qu'elle a choisi un autre État pour le faire. C'est-à-dire la France possède maintenant, par un système de sous-traitance de ces interventions ou de ces non-interventions. Et la sous-traitance ici dans la région, c'était le Tchad. La sous-traitance, on la connaît en Afrique de l'Ouest, ça a souvent été le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou encore le Togo. C'est pourquoi, par ces moyens, dans les relations franco-africaines, la France maintient à la tête des États un certain nombre de chefs d'État qui sont capables d'exécuter des tâches qu'elle ne peut pas elle-même exécuter au regard de ce que la communauté internationale pourrait dire, mais non. Donc voilà. Est-ce que l'argument de la communauté internationale n'est-il pas un argument assez spécieux? Est-ce que François Bozizé ne paye-t-il pas le prix du non-respect des récents accords de paix de Libreville? On peut le lui reprocher. On peut le lui reprocher parce que, mais il faut rester pondéré parce que, voyez-vous, il n'est pas toujours très facile de mettre en route une feuille de route comme celle de Brazzaville, comme celle de Libreville. Ce n'a pas été très très facile parce que parler du désarmement, le désarmement n'est pas un processus facile. Le désarmement au Libéria continue, le désarmement en Sierra Leone continue, le désarmement en Côte d'Ivoire n'est pas terminé. Donc le processus de désarmement, lorsqu'il y a des conflits qui ont perduré, comme ceux de Centrafrique, je pense qu'il fallait donner le temps au président Bozizé d'appliquer ces accords. Effectivement, j'ajouterais que l'État, vous avez dit un argument, c'est parce que non, nous sommes dans un environnement global et la France ne voudrait plus jouer, depuis d'ailleurs Mitterrand, ça a commencé à être vu, la France ne voudrait plus jouer ce rôle où elle était en face, on lui dit c'est précaré, c'est elle qui commandait, et le docteur a utilisé le mot, il a sous-traité. Effectivement, c'est ça, c'est la sous-traitance. Il faudrait que nous référons et nous analysions clairement ce qui se passe dans nos États. Parce qu'on a beau dire, ah oui, vous-même, vous ne cherchez jamais des solutions, vous accusez toujours la France. C'est elle qui entretient par derrière. Qui a intérêt qu'il y ait coup d'État en Centrafrique? Ce n'est pas les Centrafricains, ce ne sont pas des Centrafricains. Ce ne sont pas les Camerounais, ce ne sont pas les pays voisins de la Centrafrique. C'est bien la France. C'est bien la France qui a les intérêts en Centrafrique. Je suis seulement un seul exemple hein, d'histoire. On sait ce qui s'est passé de la place de la sous-région, la place de l'Union africaine. L'Union africaine, la CEMAC, la CEAC n'existe que sur du papier. N'existe que sur du papier. Dites-moi, tout le monde, on parle du passeport CEMAC depuis quelle année? Est-ce qu'on s'est mis en vigueur? Non, ça n'existe que sur du papier, clairement. Donc, vous pensez que ces organisations sont inféodées? Ces organisations inféodées, c'est peut-être pour être plus gentil, mais je dis la France a dit partir pour mieux rester, en laissant en place les dispositifs. La France avait une base militaire à Bangui, qui n'est pas partie. On a dit depuis 91-92 qu'on l'a démantelé. Non, ils y sont, comme ils sont au Tchad. Ils sont à Djibouti, ils sont à la 43e Bima, existe toujours. On ne va jamais démanteler véritablement ces bases militaires-là. Donc, elle a dit partir pour mieux rester. Bon, je ne veux pas condamner les institutions. Les institutions sous-régionales africaines sont ce qu'elles sont. Elles essayent de se constituer.
elles essayent de se former, elles essayent de suivre leur terrain. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est surtout les relations, le questionnement sur les relations franco-africaines s'agissant de la question de Centrafrique. En fait, l'une des raisons cachées pour laquelle les Français ne sont pas intervenus à Centrafrique pour protéger le régime Bozizé, c'est que les Français n'ont pas beaucoup supporté la présence dans leur précaré d'une force comme la force militaire sud-africaine. Et nous avons dans l'histoire de l'Afrique ce genre d'exemple. Par exemple, les Français n'avaient pas beaucoup supporté la présence des instructeurs angolais en Côte d'Ivoire. Donc chaque fois qu'une force extérieure, une force non française intervient dans le précaré français, il devient très très difficile pour le régime de s'en sortir. Ce n'est qu'une position, ce n'est qu'une analyse que je fais sur les relations franco-africaines. Quant à M. Bozizé, c'est tout à fait regrettable qu'un régime légal soit renversé. Donc les dispositions que vient de prendre l'Union africaine et les autres institutions pour sanctionner les putschistes, je crois que ce sont des dispositions tout à fait légitimes, tout à fait légales. Voilà, après cette sanction, est-ce que vous pensez, Louis-Noé Bengan, que les rebelles de la coalition Séléka peuvent-ils rester dans l'esprit des accords de paix de Libreville? Non, ils n'ont qu'une seule chose, obéir à leur maître. Leur maître, c'est bien la France. Leur maître, c'est bien la France. Donc, vont obéir. Maintenant, la France qui est engluée au Mali, il y a un certain nombre de choses. Et on vient de découvrir le pétrole en Centrafrique, en plus du diamant qui existe depuis des années. Donc, il appartiendra à la France de redéfinir quel genre de relations elle voudrait avec les nouveaux, bon, vous avez utilisé le terme homme fort, je préfère l'utiliser aussi, avec les nouveaux hommes forts du pays. Donc, c'est à ce moment-là qu'on saura si la France va changer ou pas son dispositif, si les rebelles, comme ils disent, ils prétendent dire qu'ils vont dans la démocratie organiser les élections, un certain nombre de choses. Tout le monde sait qu'en réalité, ce ne sont que des déclarations. Et que le maître va dicter la conduite à tenir. Dans tous les cas, on remarque que François Bozizé s'en va comme il est arrivé au pouvoir, et décidément le docteur Joël Raphaël Wansi l'a mentionné un peu plus haut, c'est une coutume en Centrafrique. Est-ce qu'il y a une pilule qui pourrait désamorcer cette coutume? Oui, il faut croire quand même à la démocratie. Croire à la démocratie en ce sens que la démocratie crée des institutions fortes. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions fortes, malheureusement, les régimes tombent comme des fruits mûrs. Et le cas, il y a des pays qui ont connu une tradition de coup d'État, mais qui aujourd'hui ont des institutions fortes, malgré les secousses, malgré les dissensions internes, malgré les enlèvements. Je prends le cas du Nigeria, qui a désormais des institutions fortes. Donc tout peut arriver, mais il faut croire au droit, il faut croire à la légitimité, il faut croire au peuple souverain. C'est le peuple souverain qui définit et qui donne des institutions assez fortes pour que le gouvernant puisse gouverner. Oui, en plus de ce qu'il a dit, j'ajouterai deux choses principales. La première, c'est qu'il faut que nos États, en tant qu'organisation sous-régionale, forment des armées véritablement de valeurs et développe une diplomatie commune. Par exemple, au niveau de la CEMAC, de la CIAC, on forme mais ce n'est pas ce dispositif qu'on vient de mettre ici en Afrique maintenant, quand vous parlez de forces armées en attente, avec les instructeurs français, canadiens et autres, ce n'est pas comme ça. Nous avons, il a parlé des Nigérians, nous avons les Angolais et les Sud-Africains. Nous pouvons former d'abord une force militaire à mesure de faire face à certaines velléités de guerre qui existent entre nous, et sans plus attendre la poussée, l'appel des Français de part des accords de coopération que certains États ont débuté, et à doubler à cela une diplomatie commune qui pourrait donc intégrer la communauté internationale dans la gestion de nos affaires. Docteur Joël Raphaël Wansi, pour terminer. Je crois en ce sens que je crois en la démocratie. La démocratie commence d'abord par des élections transparentes, des élections claires. Je pense que le mal de Centrafrique a été surtout posé lorsque ils ont été incapables de poser, du moins d'organiser des élections crédibles. La crédibilité des élections concourt à la démocratie et aux institutions fortes, comme je l'ai déjà dit auparavant. Dans tous les cas, les rebelles de la Séléka annoncent les élections dans 3 ans. Faut-il attendre
Merci, docteur Joël Raphaël Ouansi. Lui, Noé Bengal, merci d'avoir accepté ce plateau. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.